Bonjour à toutes et à tous, je suis Betty Piccioli, l'autrice du roman Chromatopia à paraître le 27 août 2020 chez Scrinéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture du troisième chapitre de ce livre. Chapitre 3. Pourpre. Les doigts délicats de ma suivante s'agitent dans mes cheveux crépus, les rassemblant en une multitude de nattes douloureuses mais savamment disposées sur mon crâne. J'admire dans le reflet du miroir la magnifique perruque qui m'a été livrée ce matin spécialement pour l'occasion. De belles et longues boucles pourpres cascadent le long de la tête en bois sur laquelle elle est présentée. Près de cet ouvrage raffiné se trouve une autre création tout aussi élégante, une robe en tulle et en dentelle aux teintes lilas et prunes. C'est le vêtement que je porterai ce soir pour la célébration de mes 16 ans. Comme le veut la tradition à Chromatopia, une somptueuse fête a été organisée en mon honneur et elle sera l'occasion pour tous mes prétendants de la nuance rouge de m'être présentés. Rien que d'y songer, ma gorge se noue. Dans quelques semaines, je serai mariée, et mon couronnement en tant que nouvelle reine de Chromatopia découlera de cette union. Les mains de ma domestique se posent sur mes épaules, comme pour signifier le poids de cette tradition qui pèse sur moi. D'ici une poignée d'heures à peine, je vais rencontrer mon futur mari, le prochain roi de Chromatopia. Suis-je à la hauteur de ce choix, aussi important pour moi que pour tous les sujets du royaume ? Quelque chose vous tracasse, Votre Altesse ? Je souris à ma demoiselle de compagnie à travers l'immense miroir au bord ciselé de mon boudoir. Ses grands yeux bleus perdus dans sa peau laiteuse se fixent dans les miens. Je ne sais comment elle opère, mais seuls ses mots et son regard scrutateur ont la capacité de me calmer ces derniers temps. Je réfléchis un instant, hésitant à me dévoiler à celle qui est peut-être bien mon unique amie ici. Au lieu de lui faire part de mes doutes, je décide de lui poser une autre question qui me tourmente depuis plusieurs semaines maintenant. Livia, demeureras-tu ma suivante même lorsque je serai mariée et reine ? Ses bras décollent de mes épaules pour se croiser sur sa poitrine. Elle baisse le regard, une mèche de ses longs cheveux blonds s'échappe de sa tresse. Si c'est ce que vous souhaitez, princesse. Approche-toi, Livia. Je tends la main par-dessus mon omoplate, l'obligeant à la saisir. Ses doigts longilignes se mêlent aux miens, si potelés. Bien entendu que c'est ce que je désire. Cela fait 4 ans que tu es là pour moi, toujours fidèle et dévouée. Vous me flattez, Votre Altesse. Un silence s'installe entre nous, mais je n'abjure pas. Je dois être un roc, rester forte. En dépit de mes doutes et de mon angoisse, aujourd'hui mon avenir et celui de Chromatopia sont en jeu. Une bonne souveraine ne doit pas se laisser dominer par ses émotions. Reprenons encore une fois la liste des prétendants, si tu veux bien, Livia. Oui, Votre Altesse. Elle s'éclipse un instant avant de revenir dans le boudoir avec une pile de parchemins. Elle les déplie sur le meuble devant moi et je découvre pour la 4e fois les portraits de mes 14 aspirants issus de la nuance rouge. 3 seulement ont mes faveurs. Je dois avouer que ce sont avant tout les lignées dont ils découlent et leur physique qui attirent mon attention. Il y a Pieropé, le fils de la commandante en chef de la garde royale, et ses traits charismatiques. Alban au regard doux, héritier des banquiers royaux, le seul que j'ai côtoyé dans mon enfance. Crimson et ses traits fins qui m'inspirent confiance. Lequel choisirais-tu, Livia, si tu étais à ma place ? Je ne sais pas, Votre Altesse. Justement, je ne suis pas à votre place. Mais il faudra choisir quelqu'un qui vous plaît, qui vous fait rire, qui est bon avec vous. L'entrée de mère me sort de mon dilemme. Elle franchit la porte du boudoir, un grand sourire aux lèvres, accompagnée de 2 de ses suivantes. « Elles sont arrivées » demande-t-elle avec un soupçon d'excitation. « Oui, Votre Altesse » indique Livia en désignant la robe et la perruque. Mère se presse devant le buste en bois et le mannequin qui supporte mes apparats. « Peux-tu la passer maintenant, Améthyste ?» Je jette un regard à Livia qui me répond d'un rapide coup de tête. Elle sait comme moi que les requêtes de la reine ne sont nullement les caprices d'une souveraine autoritaire. Non, bien au contraire. Ma mère, la reine Orchidia, a gardé cette âme d'enfant qui la rend si adorable et spontanée. Bien entendu, mère. Ces dames de compagnie disparaissent du boudoir et en un instant, Livia m'ôte mon peignoir en satin. Je me retrouve en lingerie de coton devant elles deux, un peu embarrassée. Mais déjà ma suivante, avec une infinie délicatesse, m'habille de ma robe de bal. La dentelle lilas souligne mes omoplates et ma poitrine dans un décolleté élégant, tandis que le tulle et la mousseline prune cascadent le long de mon buste et mes jambes jusqu'au sol. J'admire dans le miroir les saphirs et les topazes qui forment une diagonale de pierres précieuses depuis la bretelle gauche du vêtement jusqu'en bas de ma poitrine. Livia dépose ensuite sur mon crâne l'encombrante perruque. Les cheveux naturels teints en mauve ondulent sur mes épaules et ma domestique les saisit pour les placer dans mon dos. « C'est magnifique » déclare mère. « Votre Majesté, le maquilleur royal réalisera son ouvrage d'ici 45 minutes, précise Livia. Après lui, la coiffeuse effectuera le chignon de circonstance que vous avez demandé. Ce sera parfait. Merci, Livia, vous pouvez disposer.
Ma suivante quitte le boudoir, non sans me jeter un dernier regard auquel je réponds par un sourire. Mère s'approche de moi et vient placer son bras autour de ma hanche pour nous admirer toutes les deux dans le miroir. Ma petite fille, ma précieuse petite fille. Nous nous ressemblons beaucoup, même si la reine a la peau plus foncée que la mienne. Les années ont eu raison de sa taille de guêpe, mais je ne la trouve que plus séduisante ainsi. Mère, je suis... Et si je n'étais pas prête, améthyste, ma chérie? Quand je te regarde dans ce miroir, je me vois il y a 18 ans. Et tu sais ce que grand-mère m'avait dit à l'époque? Je fais non de la tête, les lèvres pincées par l'angoisse. Orchidia, on ne naît pas reine, on le devient. Je souris. Oui, ma grand-mère aurait bien pu dire ça. Car c'était elle, la prétendante du jeune prince, feu mon grand-père, le souverain Spinel. Sois naturel, améthyste, sois toi-même. Écoute ton cœur, épouse l'homme avec lequel tu auras envie de passer le reste de ta vie, et alors tu auras fait le bon choix pour Chromatopia. Et si tu as des doutes, je serai là pour toi. Et si père ne l'accepte pas? Ton père, j'en fais mon affaire, crois-moi. Le clin d'œil qu'elle m'adresse me rassure un court instant. Je retrouve mes esprits. Il y a tant à faire avant les célébrations, pour elle comme pour moi. Il est temps que je la libère. Merci d'être venue, mère. Votre présence m'aide beaucoup. Quelle souveraine je serais si je n'aidais pas la future reine à prendre ma place. Elle me dépose un délicat baiser sur la joue avant de se diriger vers la porte. Sur le pas, elle se tourne une dernière fois vers moi. Nous nous retrouverons pour les célébrations ce soir, améthyste. D'ici là, j'ai un seul conseil à te partager. Va réclamer un peu de brioche en cuisine. C'est ce qui m'a toujours donné le plus de courage. Je retiens mon souffle lorsque les deux domestiques ouvrent les lourdes portes devant moi. C'est le moment, je ne peux plus reculer. La reine Orchidia, souveraine de Chromatopia, scande le valet. Après un dernier regard à mon encontre, mère entre en premier sur le balcon sous les clameurs de la foule. Elle agite sa main avec grâce, faisant danser les passements de sa robe fuchsia autour de son poignet. Le roi Alzarin, souverain de Chromatopia, perd la suie de sa démarche nerveuse, les bras toujours dans le dos. Une perruque lit de vin dissimule son crâne chauve sous une cascade de boucles. La princesse améthyste, héritière de la couronne royale. Alors que mes jambes me portent jusqu'au balcon, le tumulte augmente et je m'accroche à la balustrade dès qu'elle apparaît sous mes mains. La lumière des grands lustres m'éblouit, m'empêchant un court instant d'apercevoir la foule pressée dans l'immense salle de bal du palais. Quand mes yeux s'acclimatent enfin, je reste pétrifié devant le spectacle qui s'offre à moi. Des dizaines de hauts dignitaires, tous parés de leurs plus beaux habits rouges, se tiennent au centre de la pièce, sur le parquet d'ébène de la piste de danse. L'orchestre royal débute l'hymne de Chromatopia, les violons répondant au cuivre. L'atmosphère est saturée du parfum des courtisans et de la chaleur des centaines de bougies qui ornent les lustres, les immenses fenêtres et les candélabres de la salle. Aussi loin que ma vue porte, j'aperçois les longues tables recouvertes de mets à n'en plus finir, jusqu'à la gigantesque fontaine qui décore le mur du fond. Et au pied des escaliers qui descendent du balcon, ils sont là, leurs têtes toutes levées vers moi. Mes 14 prétendants, dans des costumes rouges, tous plus époustouflants les uns que les autres. Mère me pince le bras avec douceur et je sors brusquement de mes rêveries. Il faut que je salue la foule. Comme mes parents, j'agite la main avec élégance, telle qu'on me l'a toujours appris. Père m'adresse un regard sévère. Je comprends alors qu'il est temps que j'entre vraiment en scène, seule. Je me dirige vers les escaliers, saisissant ma robe pour la relever et ne pas risquer de glisser. Mes chevilles tremblent sur les hauts talons qui m'ont permis de gagner quelques centimètres, mais je parviens jusqu'en bas en évitant l'embarras d'une chute. Les 14 garçons se plient dans une élégante révérence avec un synchronisme troublant et je leur réponds d'un geste similaire. L'hymne chromatopien se termine alors dans un dernier élan de violoncelle qui se perd en écho sur les murs de la salle. Un murmure se lève parmi la foule, léger, tandis que je m'avance vers le soupirant le plus à ma gauche. Je le reconnais, c'est Nakara, fils de l'architecte royal. Il me baise la main en me lançant une œillade qui me fait rougir dans l'instant et précipite mon passage au second prétendant dont j'ai oublié le nom. Comme je l'avais prévu, ce sont bien les 3 jeunes hommes qui avaient attiré mon attention qui se distinguent de ce premier contact. Alban me complimente sur ma robe, tandis que Pyropée me trouble avec son regard azur pénétrant. Enfin, le dernier prétendant à me baiser la main, Crimson, n'ose même pas lever les yeux vers moi, ce qui me chavire également. « Mes chers sujets !» annonce Père de sa voix forte. « À présent, il est temps de danser. Le bal est ouvert. » Pyropée est le premier à s'agenouiller devant moi, bousculant au passage un autre garçon plus fluet. « M'accorderez-vous cette première valse, princesse améthyste ?» Tremblante, je lui tends la paume et il m'entraîne vers la piste. Un morceau traditionnel vient de démarrer et je me laisse porter par la musique et les pas assurés de mon cavalier. Il n'a pas besoin de me faire la conversation. Son regard hardi et son port de bras dynamique suffisent à dresser de lui un portrait plus qu'élogieux. La danse s'achève sous les applaudissements polis de l'assemblée.
Déjà, Pyropée me lâche la main, aussitôt rattrapé par celle gantée d'Amarante, un autre de mes soupirants, qui je dois bien l'avouer ne me plaît pas vraiment. Alors que nous valsons quelques instants, mon cavalier m'écrase le pied dans un geste nerveux. Je ne peux retenir un petit cri de douleur. Princesse, je suis extrêmement confus. Je ne voulais pas. Je vous ai fait mal? Je n'ai pas le temps de lui répondre qu'une horde de soldats arrive sur nous, m'entoure et repousse les quelques danseurs trop proches. Je suis bousculé, presque envoyé au sol. Que cela cesse, hurlai-je. Messieurs, je ne fais que valser avec mes prétendants. Que voulez-vous qu'il m'arrive? Je cherche du regard Rodonne, la chef de la garde. Elle trône près de mes parents et de leurs conseillers, la main sur sa dague, comme toujours. Elle n'a que peu en commun avec son fils, à part la détermination dans leurs yeux. Là où mon jeune aspirant est fin et délicat, sa mère est trapue et sévère. Alors qu'elle s'avance enfin vers l'attroupement formé par 6 soldats, je lui adresse un signe agacé. En un instant, elle disperse son escouade et leur ordonne d'assouplir leur surveillance. Besoin de prendre l'air, princesse? La voix assurée d'Alban me rassure par sa familiarité, malgré la chaleur et le brouhaha constant qui règnent dans la pièce. Je connais un endroit où tout ce beau monde ne vous embêtera plus. Je plonge un moment mes yeux dans les siens et il me gratifie d'un sourire malicieux. Après tout, pourquoi pas? Je lui tends la main qu'il saisit avant de m'entraîner vers l'une des immenses portes vitrées du palais, menant tout droit à la grande terrasse. Ici, la vue est imprenable sur les toits de la Nuance Rouge et l'océan au pied de la falaise. L'endroit est décoré d'une fontaine monumentale dans laquelle se rejoignent les canaux qui traversent le palais, avant de se jeter en cascade sur les remparts de la Nuance Rouge. Quelques invités, peu découragés par le froid de l'hiver, discutent et trinquent le long des rambardes. C'est par ici, princesse. Je suis le beau jeune homme à l'extrémité de la terrasse où elle se rétrécit en un simple passage pour les déplacements des domestiques entre les cuisines et la salle de réception, plus pratique que les couloirs de service. À mon grand étonnement, Alban ouvre une porte dans l'une des tourelles de garde et m'entraîne dans un escalier exigu qui monte sur une 50aine de marches. Lorsque nous sortons à l'air libre, nous sommes sur le chemin de ronde. Le soldat le plus proche est à quelques dizaines de mètres et ne nous a pas repérés dans l'obscurité. Après vous, princesse. Il joint les doigts devant le mur comme s'il désirait me faire la courte échelle. Je te demande pardon, Alban? Mettez votre pied dans mes mains, allez. N'ayez pas peur, le toit est très peu pentu à cet endroit. Je recule de quelques pas. En effet, le faîtage du palais est à portée de main à présent que nous sommes montés au dernier niveau, et les briques ne semblent pas trop glissantes. J'ôte mes talons et exécute l'ordre de mon aspirant, qui me propulse d'un geste sûr vers le toit. Je me hisse aussi élégamment que possible, me laissant rouler sur le côté. J'ai le temps de me recoiffer et de remettre ma robe à peu près en état avant que mon prétendant n'arrive sur la toiture à son tour. Je parie que vous n'êtes jamais monté si haut. Je voudrais lui répondre, mais j'ai le souffle coupé en apercevant devant nous Chromatopia. En effet, je n'ai jamais vu mon royaume ainsi. De ma chambre, je ne distingue que les toits des nuances rouges et oranges, ou avec un peu plus d'attention, de la haute nuance jaune. Mais d'ici, c'est la cité entière qui s'offre à mon regard, jusqu'au bord de la falaise. La lune pleine scintille au-dessus de l'océan, qui semble ne faire qu'un avec la nuance bleue. Non, c'est bien la première fois. Alban sourit en même temps qu'il dépose sur mes épaules sa veste de flanelle écarlate. Nous avons parlé pendant longtemps, si longtemps que je suis bien incapable de savoir combien cela a duré. Évoquer nos souvenirs d'enfance, lorsque nous prenions les mêmes cours de protocole et d'histoire, m'a rendu nostalgique. Il est vrai que j'ai rencontré Alban dans ma plus tendre enfance, car son oncle, un prêtre de la haute nuance orange, a été mon professeur. Nous étions plusieurs élèves lors de ces cours, ce qui me permettait d'avoir des relations avec des enfants de mon âge et de m'absenter pendant quelques heures du château pour rejoindre la bibliothèque des archives. Mais au bout d'un moment, mon ventre crie famine avec un manque de discrétion qui me rend honteuse. C'est vrai que nous n'avons pas profité du buffet. Il doit être tard à présent. Avant que j'aie pu exprimer mon envie de descendre de notre perchoir, un sifflement retentit juste en dessous de nous. Alban et moi baissons la tête vers le chemin de ronde, et c'est non sans étonnement que j'y aperçois Crimson, les mains encombrées de 2 assiettes remplies d'amuse-bouche, de purée truffée ainsi que d'une épaisse cuisse de dindonneau. Je suppose que vous commencez à avoir faim tous les deux. Alban éclate de rire et se penche pour saisir les 2 plats qu'il pose entre lui et moi. Je savais bien que tu finirais par nous rejoindre, petit malin, lance Alban en lui tendant un poing salutaire pour le hisser jusqu'à nous. Je n'allais pas te laisser profiter de la vue sans moi. Eh bien, tu n'y vas pas par 4 chemins, toi. Cette fois-ci, c'est moi qui glousse en remarquant le trouble sur le visage de Crimson. Sa timidité, qu'il semblait avoir oubliée l'espace d'un instant, est revenue de plus belle. Mais non, je parlais du paysage. Princesse, je n'oserais pas, même si bien sûr. Je t'en prie, Crimson, appelle-moi Améthyste. Vous vous connaissez tous les deux? Bien sûr. Crimson et moi pratiquons l'escrime ensemble depuis des années. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai montré cet endroit. Vous venez souvent ici? Demandai-je, quelque peu surprise. Oui, princesse, c'est notre petit secret.
Il y a un escalier près de l'écluse vermeille qui monte tout droit ici. Il est emprunté par les gardes royaux, mais la porte qui le verrouille est quelque peu voilée. À vrai dire, c'est Morgan qui m'a amené ici la première fois, me murmure Alban à l'oreille. Au fait, en parlant de mon oncle, je voulais vous dire, Améthyste, mais il est interrompu par la voix puissante du roi en contrebas. Mon cœur se met à battre fort. C'est sûr, c'est moi qu'il cherche et je risque de me faire malmener une fois revenu en bas. On ferait mieux de descendre, annonce Crimson. Au même moment, sur la terrasse, Mère apparaît. Avec une assurance surprenante, son regard se lève jusqu'à nous, à plus d'une dizaine de mètres au-dessus d'elle. J'aperçois son sourire dans la pénombre et son bras qui se pose sur celui de mon père pour le calmer. Elle lui adresse des mots que je n'entends pas. L'instant d'après, encore en colère, il disparaît de nouveau dans la salle de réception. Mère m'adresse un dernier regard, étrangement mélancolique, et je reste pétrifiée, tout comme mes deux prétendants. Puis, elle rentre à son tour dans la chaleur du palais. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demande Crimson. « Je crois que la reine nous a autorisés à profiter encore un peu de la vue, » annonce Alban avec délectation. Je souris. Oui, c'est bien ce qu'elle vient de faire, et je ne peux que l'en remercier. Alban saisit la cuisse de Dindonneau et entreprend de la découper, puis me tend un bout avec ses doigts gras. C'est la première fois que je mange avec les mains, et je dois avouer que cela m'excite plus que de raison. L'instant d'après, la première fusée du feu d'artifice en mon honneur éclate dans le ciel et nous arrache un sursaut unanime. D'ici, le spectacle est encore plus beau que je ne l'aurais imaginé. Tout Chromatopia semble s'illuminer au rythme des explosions scintillantes, mauves et rouges, si brillantes. « Que souhaitais-tu me dire à propos de ton oncle, Alban ?» demandai-je à l'oreille de mon prétendant. « Je voulais simplement vous dire que je ne suis pas comme lui. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Si jamais vous me choisissez, Améthyste, je ne ferai pas ce que Morgan a fait à la reine Orchidia. »